Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce carnet de vol actu, votre retour mensuel sur l'actualité aéronautique et spatiale. Et aujourd'hui au sommaire, ce projet de cabine aménagée dans les soutes des avions Airbus. Couchettes, bureaux, salles de réunion, les possibilités d'aménagement sont multiples, nous le verrons dans un instant. Il a participé au bombardement français en Syrie effectué en avril dernier. Un pilote de Rafale nous racontera comment s'est déroulée cette mission sous très haute tension. Enfin, vous montrez à bord d'un taxi-drone chinois. L'engin fonctionne mais reste à homologuer, ce qui ne devrait pas tarder. La Chine, pionnière en matière de drones, ce sera à découvrir tout à l'heure. On débute donc avec ce projet qui pourrait bien arriver chez les compagnies aériennes d'ici quelques années, celui de cabines aménagées dans les soutes des avions Airbus. Couchettes, bureaux, salles de jeu. Les possibilités sont multiples, mais reste à convaincre les passagers et les autorités aériennes. En tout cas, voici à quoi ces cabines pourraient ressembler à l'avenir. Tiffaine de Tricorno, Justine Veil et David Bress. Voyager en soute, c'est le projet fou, mais déjà bien abouti d'Airbus. Suivez-moi. Bientôt, les clients quitteront leur siège et emprunteront cet escalier, direction le sous-sol pressurisé. Lits couchettes, salle de réunion ou pièces de jeu pour enfants, tout est possible dans la soute. Personne de grande taille ou claustrophobe s'abstenir. L'espace fait 4 mètres de large, 1,55 m de haut, 2 mètres de long. Et ça laisse plein d'opportunités d'aménagement pour les besoins des passagers. Mais pour y accéder, les clients devront payer un supplément. Alors, bonne ou mauvaise idée? Attendez, on n'est pas le 1er avril, donc c'est bon, c'est pas un poisson. Le principe, oui, mais il faut voir le coût. Pour des vols long courriers, je ne sais pas, sans hublot, etc., etc. Vol de nuit, pourquoi pas. Ça peut sûrement intéresser des gens qui ont besoin de ça, effectivement, et d'utiliser le temps de voyage pour travailler. Puis d'autres, ils le font pour se distraire ou dormir. Séduire les clients, mais aussi rentabiliser le prix du mètre carré des avions. Plus une compagnie peut offrir des options, plus elle aura des chances d'attirer le client. Il y a à la fois de la com et de l'offre, et l'un étant lié à l'autre. Ces espaces doivent encore être homologués, lancement espéré en 2020. 5 Rafales français ont bombardé la Syrie en avril dernier en riposte à une nouvelle attaque chimique du pouvoir en place. Une mission de guerre qui a rempli ses objectifs malgré la complexité et la durée du vol. Un des pilotes partis de Saint-Dizier pour la Syrie nous raconte comment il a vécu ces heures de très grande tension. Frédéric Crotta, Laurent Desbois l'ont rencontré au pied de son avion. Samedi au petit matin, les 5 Rafales engagés dans l'opération militaire rentrent groupés sans dommage à leur base de Saint-Dizier. Cette mission est qualifiée d'exceptionnelle par l'un des pilotes, le colonel Frédéric, que nous rencontrons quelques heures après. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes rentré ce matin? Oui, tout à fait, oui. Habitué des zones de conflit, il vient de participer aux frappes contre 2 cibles autour de Homs, en Syrie. Au moment où on part, il y a ce stress sain, j'ai envie de dire, du départ. En vol, c'est gérer toutes les informations qui arrivent, prendre les décisions en temps opportun. Et puis, effectivement, plus le vol long, plus le vol dure, plus il y a le côté fatigue et résistance. Une mission qui aura duré au total 10 heures, avec plusieurs ravitaillements en vol. Les 5 Rafales ont rejoint un 4 Mirage et un AWACS au-dessus de la Corse, ensuite direction la Syrie. Avec une inconnue, le comportement de l'aviation russe, qui selon l'armée française était en opération dans le ciel syrien. Les risques, au moment où nous sommes partis, ils existaient, nous ne connaissions pas les règles d'engagement russes. Nous, on s'était préparés en prenant en compte cette option, de manière à nous préserver. Dans une opération de ce genre, les Rafales tirent leurs missiles à plusieurs centaines de kilomètres de leur cible. Selon l'armée française, les 12 missiles tirés ont atteint leurs objectifs, 2 sites de production et de stockage d'armes chimiques. Mission remplie pour le colonel Frédéric
et l'ensemble des militaires de la base. Allez, après la guerre, la vraie, la guerre économique et technologique avec la course en avant pour mettre au point des drones de transport de personnes. Les projets fleurissent un peu partout dans le monde, mais en Chine, on semble être un peu plus en avance qu'ailleurs. En tout cas, un de nos journalistes a pu voler à bord d'un de ces taxis du futur. Découverte signée Arnaud Miguet et Gaël Caron. C'est un drôle d'engin qui demain envahira le ciel des grandes villes. Voici le drone taxi. Un véhicule autonome sans pilote en Chine, ce n'est pas de la science-fiction, c'est une réalité. Nous avons pu sur ce site le tester grandeur nature. L'appareil pèse 210 kg, il peut voler 28 minutes, aller jusqu'à 130 km/h. Électrique, ses batteries au lithium se rechargent en moins d'1 heure. À ce jour, il y a eu 40 essais avec des personnes, je suis donc le 41e. J'espère que c'est un chiffre qui porte bonheur. Une fois installé, dernières instructions sommaires du concepteur du drone taxi. Vous n'avez rien à faire, il va s'envoler automatiquement. Où est le parachute? Non, il n'y en a pas besoin. La destination d'arrivée programmée, je n'ai plus qu'à appuyer sur décoller. Décollage sans à-coups. Tout comme une voiture sans chauffeur, le drone s'autopilote. Nous sommes à peu près 17 mètres au-dessus du sol. C'est un peu bruyant. Vitesse de croisière 30 km/h. Ces drones taxis, c'est probablement l'avenir de la Chine. Ce petit bijou de technologie sait seul reconnaître et éviter les obstacles. En cas de panne, revenir seul à son point de départ. Dans cette salle, aux aires de NASA, les ingénieurs qui demain contrôleront la circulation des drones taxis peuvent même reprendre la main pour piloter l'appareil à distance. Il a été testé 1 millier de fois pendant un typhon ou dans un brouillard épais. Une solution aux villes embouteillées et polluées. Aujourd'hui, c'est une délégation hollandaise qui s'y intéresse de près, impressionnée. C'est très encourageant et surtout ça paraît tout naturel. En vol, on ne ressent absolument aucun danger. En l'espace de 4 ans à peine, la société Iran a recruté les meilleurs ingénieurs, informaticiens pour concevoir, tester et fabriquer, à la vitesse de l'éclair, cet appareil aux 120 brevets, 100% chinois. À la tête du projet, Roi Zheru, 41 ans, est persuadé que son appareil volant supplantera très vite les voitures sans chauffeur. Je pense que d'ici 2 ans, il y aura dans le ciel plein de drones taxis comme celui-ci. Dans les airs, il y a moins d'interférences et de facteurs risques, beaucoup moins que sur une route en voiture. Et un pilote automatique fait moins d'erreurs qu'un humain. Ça réduit les risques d'accident. 30 appareils ont déjà été vendus, 300 commandés. Son prix, 200 000 €. Les drones chinois encore avec cette autre démonstration de force de l'Empire du Milieu avec ce véritable spectacle aérien et lumineux organisé dans la province de Shanxi en Chine au début du mois. Ça ne se voit pas forcément sur ces images, mais ce sont bien 1374 drones qui volent ensemble en patrouille pour former ces figures lumineuses. C'est un nouveau record du monde après celui de l'inauguration des JO de Pyongyang en février dernier, où Intel avait déjà fait voler 1218 drones. Et au-delà de la performance technique, le résultat esthétique est plutôt bluffant. Retour en France, car notre pays est lui aussi lancé dans la course au drone. Démonstration avec le dernier né de Delair, l'entreprise toulousaine numéro 2 du secteur en France. Présentation signée Thierry Saint-Tous et Denis Tanchereau. Simple comme un jeu d'enfant, avec son UX11 dernier né des ateliers Delair, le drone professionnel de 3e génération arrive à la portée de presque tous. Destiné surtout à la digitalisation de grandes surfaces ou à la mesure de parcelles, il peut être utilisé par des géomètres, des agriculteurs ou des forestiers. Un concentré de haute technologie dans moins d'1,8 kg de matériel. Il a une connectivité 3G, 4G
qui lui permet d'évoluer hors de portée de vue de son opérateur. Et il a un système embarqué qui est totalement intégré, donc on va pouvoir intervenir en temps réel sur les photos, télécharger les photos en temps réel et éventuellement faire du processing d'imagerie en temps réel à bord. Principalement utilisé en vol automatique, programmé selon la mission par son utilisateur, il a plus d'1 heure d'autonomie et peut cartographier 100 hectares en une demi-heure. C'est un produit qui est extrêmement simple, qui a été conçu pour que toute personne puisse prendre le drone, le voler et à partir du moment où il sait où il veut voler, où il a défini la zone d'intérêt, voilà. Il n'y a pas besoin de diplôme particulier, il n'y a pas besoin d'être pilote, c'est extrêmement facile. 1m50. Regardez bien sur cette image, avec un simple smartphone ou une tablette, on peut surveiller le vol de son drone tel qu'il a été programmé. La qualité des images est telle qu'on pourrait compter des pieds de maïs. La taille du pixel est très très petite, donc environ 1,5 cm pour cette qualité qu'on a fait aujourd'hui. Et la précision est plutôt de l'ordre du pareil de 3 à 5 cm. Vous avez un seul moteur, donc c'est hyper silencieux, ça gêne personne et au-delà de 100 mètres, ça gêne, personne ne l'entend, même voilà. C'est pas fait pour voler au-dessus des gens au départ, hein, mais c'est très discret. Delair a connu une croissance phénoménale en 5 ans. La start-up toulousaine est devenue une PME de 120 personnes. Elle embauche tous les ans. Retour à l'aviation militaire avec la fin de carrière du Mirage 2000N. Cet avion qui assure la dissuasion nucléaire de notre pays depuis une trentaine d'années va en effet quitter le service actif dès cet été. Mais avant cela, il s'offre une tournée d'adieu sur les bases de l'armée de l'air. Coup de projecteur sur l'étape de Rochefort en Charente-Maritime avec Anthony Alperne et Joël Bouchon. Bientôt, ce ne sera plus qu'un souvenir. Le Mirage 2000N décolle pour une des toutes dernières fois. Il est remplacé par le Rafale dès la fin de l'été. Le Mirage 2000N était dédié à une seule mission, l'assaut nucléaire. Le Rafale, dédié à la dissuasion, est capable de délivrer l'armement ASMPA, le missile nucléaire, mais aussi de se défendre, de faire de la défense aérienne. Donc moderniser nos forces, c'est être apte à être plus fort face à l'ennemi. Le Mirage 2000N, un avion de chasse emblématique de l'armée de l'air. Il est notamment engagé dans les conflits actuels en Syrie et au Sahel. Un outil très apprécié par les pilotes pendant ces 30 ans de bons et loyaux services. C'est un avion qui est très manœuvrant, le premier avion d'assaut avec des commandes de vol électriques. Donc c'est vraiment dans cette finesse de pilotage et dans le plaisir de piloter cet avion performant que j'ai eu, les plus fortes émotions de ma carrière. Les deux appareils sont aujourd'hui en escale sur la base aérienne de Rochefort-Saint-Aignan. Une chance pour l'école qui forme la totalité des mécaniciens aéronautiques des armées, ici dans l'aérodrome. C'est très important vis-à-vis de nos élèves, puisqu'en fait ça nous permet d'avoir le lien entre les écoles et les unités opérationnelles. Et pour les élèves, c'est une source de motivation énorme, puisqu'en fait ils voient ce qui va être pour beaucoup d'entre eux leur futur métier. Les deux appareils ne quittent pas tout de suite la région. Ils stationnent ce soir à Cognac en Charente. Eux sont pilotes de Mirage 2000D, la version bombardement conventionnelle du Mirage 2000. Ils sont basés à Nancy sur la BA 133 et ne se limitent pas à leur mission traditionnelle. Vous allez ainsi les découvrir à l'hôpital de Nancy-Brabois. Objectif, soutenir le moral des enfants malades. Reportage de Benoît de Butler et Boris Krachmar. 4 as de la Voltige en mission d'appui, de soutien au moral des troupes dans le service d'oncologie pédiatrique. Donc c'est pour toi, tu pourras la coucher dans ta chambre. Ces aviateurs sont parrains d'une association d'aide aux enfants victimes de cancer. Certaines familles ont déjà pu visiter la base. On a passé la journée avec eux et on a mangé avec eux, on leur a fait montrer un Mirage 2000D. Donc là vous êtes venus pour ceux qui ne pouvaient pas être là hier. Exactement, pour toucher plus de monde, pour faire plaisir aux enfants qui sont bloqués dans leur chambre et puis pour essayer de faire plaisir à un maximum d'enfants. Ils aiment bien, ils voient autre chose, peut-être pas forcément ce que nous on pourrait les emmener voir. Ils sont un petit peu exclus de la société, donc ça leur permet d'avoir un petit pied, une petite attache autrement. Amine a 11 ans. Il est hospitalisé depuis 15 jours. Ça part combien à l'heure ? 1000 à peu près. 1000 ?
Ouais, mais plus si on veut. On peut aller jusqu'à 1000 km/h. 1600 km/h. On peut, en à peu près 1 heure. Quand vous avez des enfants qui passent plusieurs semaines, plusieurs mois enfermés dans une chambre stérile où ils ne voient que leurs parents principalement, le fait de voir d'étrangers, en plus là des uniformes, des aviateurs, un garçon, les avions, c'est fabuleux. Donc c'est vraiment une grosse bouffée d'oxygène. Les enfants sont ravis, les soignantes charmées, les aviateurs émus, eux aussi. Mission accomplie. Au revoir. La Red Bull Race a fait étape pour la première fois en France. C'était à Cannes il y a 15 jours. La Red Bull Race, c'est une course aéronautique avec un parcours matérialisé par des bornes gonflables. C'est extrêmement spectaculaire. Les avions sont des Formule 1 des airs, les pilotes de véritables as du manche. Rencontre avec l'un d'entre eux, ou plutôt l'une d'entre eux, car ici aussi, la féminisation fait son chemin. Denise Delahaye et Jean-Bernard Vitiello. Alors revenir voler chez moi, ça me fait une émotion énorme, puisque finalement je suis partie d'ici à 18 ans, on va dire avec une grosse déception de ne pas pouvoir réaliser mes rêves de voler. 18 ans plus tard, je reviens quasiment à l'âge de 36 ans, non seulement avec des rêves réalisés, je suis devenue pilote de ligne, et en plus je vole dans la Red Bull Race, ce qui est juste magique puisque c'est ma passion, et voilà, je suis dedans et c'est mon métier. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour faire ces vols incroyables ? Il faut être très entraîné pour résister au jet, etc. Donc déjà, il faut être bien physiquement. Après, ça peut être du gainage, de la musculation. Voilà, on fait un peu tout. On n'est pas des athlètes de haut niveau dans le sens où on ne fait pas comme les nageurs 6 heures par jour de nage. Mais par contre, il faut qu'on soit complet, il faut faire du sport tous les jours et un peu varié. Après, il faut la tête bien accrochée quand même, il faut pouvoir réagir vite. Donc un temps de réaction très court. Les capacités qui sont demandées, c'est d'avoir un bon sens de la troisième dimension, de pouvoir bien s'orienter dans l'espace. Et voilà, alors il y a des gens qui l'ont, d'autres pas. Mais aussi, je dirais, le truc le plus important, c'est d'avoir beaucoup de passion pour ce qu'on fait. Parce que c'est quand même difficile. On n'est pas que dans l'avion en train de faire la course. Donc il y a beaucoup de choses à côté à faire. Et du coup, pour ces minutes de plaisir, on fait beaucoup de sacrifices. Quels sont vos projets maintenant ? Alors mes projets sont clairs. Alors déjà, après la course, ça sera de terminer ma formation de pilote de ligne chez Air France. Donc je vole avec des passagers aujourd'hui, mais j'ai besoin de valider mes qualifications. Donc là, je vais reprendre d'ici fin mai, j'aurai fini. Rassurez-moi, vous ne faites pas de looping avec les avions d'Air France ? Bah non, mais par contre, s'il part en looping, je saurai rattraper, c'est ça la bonne nouvelle. Non, et du coup, c'est un métier complètement différent, mais j'apprends des nouvelles choses et ça me passionne beaucoup. Je sens que j'ai un nouvel univers à apprendre. Là, je suis tout en bas et du coup, j'aime bien me challenger un peu et c'est pour moi quelque chose de passionnant. Je vous l'avais dit, très impressionnant. C'est l'une des grandes passions françaises à la télévision, la page météo. Et pour améliorer ses prévisions, le CNES et Airbus ont collaboré à la création d'un nouveau satellite. En fait, le troisième frère de la famille METOP. Celui-ci s'appelle METOP-C et sera lancé en septembre prochain depuis Kourou. Présentation depuis les salles blanches d'Airbus Defence and Space à Toulouse avec Thierry Saint-Tous et Olivier Denoun. Avec Météosat débute en 1978 l'aventure des satellites météo. Sous la direction du CNES, ce satellite est déjà le résultat de la coopération européenne. 40 ans plus tard, le dernier né de ces satellites météo, METOP-C, est toujours réalisé sur le même schéma. Il a été développé par Airbus pour l'Agence spatiale européenne. Derrière nous, le satellite METOP-C, un bébé de 4,5 tonnes qui dans quelques semaines sera propulsé sur son orbite par une fusée russe Zemiurka depuis la base de Kourou. Ici, nous sommes dans la salle propre d'Intespace, aujourd'hui Airbus Defence and Space. Que se passe-t-il ici sur ce satellite ? Alors ici, nous faisons l'intégration du satellite, c'est-à-dire que nous avons assemblé toutes les pièces du puzzle, pièces qui viennent de divers sites Airbus, d'Allemagne, d'Angleterre et de France. Et là, nous sommes dans la phase où nous faisons les derniers essais sur le satellite. Alors il y a deux parties principales, celle qui est recouverte de cette protection dorée qui est là pour des raisons thermiques en fait, s'appelle la charge utile. Donc c'est la partie qui rassemble tous les instruments qui vont observer la Terre et son atmosphère. Et puis la partie qui est non protégée, c'est la base vie, je dirais. C'est ce qui produit l'énergie, la sécurité du satellite. Tout à fait. Donc cette partie n'est pas encore complètement revêtue de ces protections thermiques. Et c'est elle qui fournit à la fois l'énergie
avec un panneau solaire et des batteries pour alimenter toute cette panoplie d'instruments, mais aussi par exemple elle fournit la stabilisation du satellite en orbite pour s'assurer qu'il est toujours correctement orienté par rapport à la Terre. Avec METOP A, B et aujourd'hui C, c'est une flottille de satellites météo européennes qui peuvent travailler ensemble. Chacun porte 12 instruments. Ils mesurent la vitesse, la direction du vent et même la dérive des glaces. Est-ce qu'avec ce nouveau satellite, le METOP C, qui partira dans quelques mois, dans quelques semaines dans l'espace, rejoindre les deux premiers, on va avoir une précision encore plus précise? Il faut savoir qu'à l'échelle globale, on réalise une analyse à partir de 6 heures d'observation. METOP C va permettre de compléter la couverture en observation sur cette fenêtre temporelle. Il existe certaines situations, notamment lors de cas de perturbation dépressionnaire, où la prévisibilité est plus difficile à obtenir et avoir de meilleures conditions initiales va permettre d'améliorer la prévision. Ces satellites polaires sont la première source d'observation la plus importante pour la prévision numérique du temps de 1 heure, de 1 jour à 10 jours. Et donc quand on améliore la fiabilité, ça veut dire qu'on a amélioré l'état initial et on a gagné 1 jour tous les 10 ans. Avec de tels satellites de météo, notre vie quotidienne est changée. Navigation aérienne, maritime ou prévention des catastrophes naturelles. On prend maintenant la direction de Monaco où a été testée une montgolfière écolo. L'engin n'est déjà pas très gourmand en énergie par rapport aux autres aéronefs, mais il peut encore faire mieux. C'est en tout cas ce que pensent les concepteurs de ce nouveau ballon, mieux isolé et donc beaucoup plus efficace. Bernard Perrano, Jean-Marc Sarr. Alors que la nuit est encore présente, sur la place du Palais de Monaco, il règne une forte agitation. On est pas mal, on est pas mal. Depuis plus d'1 heure, les techniciens du club des aéronautes de Monaco s'affairent à équiper la nacelle d'une montgolfière. Décollage de la principauté prévu vers 7 heures pour rejoindre l'Italie. Là, on ne va pas prendre beaucoup de gaz. On aura à peu près 120 kg de gaz, ce qui nous suffit pour voler à peu près 5 heures. On projette un vol de 3 heures. Une première en principauté, car cette montgolfière a été conçue afin d'économiser 70% d'énergie. Elle a une double peau sur tout le haut de l'enveloppe. Une double peau qui crée au fait une isolation thermique importante et qui nous permet donc de consommer beaucoup moins de gaz qu'avec un ballon classique. Quelques minutes avant le départ, visite impromptue du prince Albert II de Monaco venu encourager les pilotes. Je pense que c'est des belles initiatives et c'est des belles idées. En plus, pour une activité qui est pas courante, mais qui est très belle et qui a de belles valeurs. Et donc je crois que c'est important de les encourager. 7h15, le ballon fait décoller la nacelle du sol monégasque. Altitude prévue, 5000 mètres avec une température de moins 30 degrés. Petit survol de la principauté avant de prendre la direction de Mondovì de l'autre côté des Alpes. Et première impression des deux pilotes. On est très heureux de participer à cette aventure écologique. Et dans un écrin comme Monaco, c'est juste magnifique. Un vol de 3 heures pour démontrer une nouvelle fois qu'en matière de lutte contre le gaspillage énergétique, il est bon de tout essayer. Allez, il est temps maintenant de retrouver notre rubrique l'Occitanie vue du ciel. Et aujourd'hui, Ombline et Yann nous emmènent dans les Cévennes. Décollage pour le parc national des Cévennes, au cœur de la région. Je me dirige vers le petit train des Cévennes pour voir si je peux éventuellement te suivre dans le train. Ok, vas-y, fonce. Les Cévennes riment avec village et vallée, liberté et nature. Des lieux magiques, comme la vallée des Gardons. Elle est traversée par un train à vapeur dans lequel je vais embarquer pour suivre Yann. Pour Yann. Oui, Yann, t'es toujours dans le ciel? Est-ce que tu peux te renseigner sur quand est-ce que part le prochain train? Je me renseigne, je te dis ça. Tentative d'approche pour faire le voyage dans la cabine de conduite de la locomotive à vapeur. À 10h30. C'est parti, on vous emmène. Vous nous avez convaincus.
surtout le mécano, il est convaincu, je crois. Écoute, je vais embarquer dans la locomotive à vapeur. Alors le principe c'est de fabriquer de la vapeur. Donc on a une grosse bouilloire de 17 000 litres à peu près, qu'on chauffe à 200 degrés. Dans la cabine, il fait l'après-midi, il fait 60-65 degrés. Il fait 65 degrés là. Et on pète 2 tonnes de charbon dans la journée. En fait, tu vis sous les tropiques, toi, hein? Un peu, ouais. Moi, j'aime bien. T'as raison. Moi, j'aime bien. Heureusement pour Yann, il fait plus frais dans le ciel. Et la suite donc, dans un mois. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un carnet de vol classique consacré au Rafale, le fer de lance de l'armée de l'air. Ce sera le dernier numéro de la saison. J'espère vous retrouver donc nombreux au rendez-vous avec, croyez-moi, de belles images et des sensations fortes au programme. D'ici là, bien sûr, bonne suite des programmes sur France 3 et bon vol à toutes et à tous.